Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce spécial numéro de votre magazine Info Santé. Info Santé pour aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité de marque. Il s'agit de monsieur le ministre de la Santé de la République du Niger, le docteur Ilyassou Idi Maïna Sarr. Il nous fait l'estime honneur de répondre présent dans notre émission, dans ce magazine, ce numéro spécial, comme je vous le disais d'entrée d'émission. Alors nous tournons nos caméras vers le docteur pour lui souhaiter déjà la bienvenue au Togo. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue à Lomé. Merci. On le rappelle, vous êtes à Lomé dans le cadre de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Voilà. Et vous, acteurs de la santé de différents pays de l'Afrique, vous discutez des thématiques qui ont trait à la santé pour voir ce qu'il y a lieu de faire afin de mettre le niveau sanitaire de l'Afrique à un grand niveau. Alors, d'entrée de jeu, je me permets de vous poser cette question. Comment se porte le système sanitaire nigérien? Le système sanitaire du Niger, je peux dire, se porte bien. Je ne peux pas dire très bien, parce que très bien, c'est ça l'idéal. Mais quand même, des efforts considérables sont en train d'être faits pour améliorer de façon générale la santé de nos populations. On peut dire qu'il se porte bien à partir du moment où les indicateurs clés de notre guide de suivi et évaluation de toutes les activités de santé contenues dans notre plan de développement sanitaire et social se sont améliorés. Et la plupart des indicateurs, en tout cas de référence, comme les indicateurs contenus dans l'ODD, en particulier en ce qui concerne la mortalité infantile, cet indicateur a été atteint. Et la plupart des indicateurs de vaccination, en tout cas, sont au-delà de 80%. Et il y a des indicateurs qui ont en tout cas atteint la cible. Il y a d'autres en tout cas qui traînent encore, où des efforts doivent être faits. Donc on peut dire que on évolue dans le sens que nous souhaitons par rapport à tous ces indicateurs. Quels ont été, disons, les plans d'action que le gouvernement a adoptés afin d'accompagner la population dans ce sens? On peut dire, durant ces 10 à 20 dernières années, nous sommes à la date d'aujourd'hui à la 5e génération du PDS. Et en fait, les plans d'action sont contenus dans le document stratégique de la politique nationale de santé. Et ces documents, c'est ça qui est appelé PDS, plan de développement sanitaire, et qui est élaboré pratiquement tous les 5 ans. Actuellement, nous sommes à la 5e génération PDS 2000, je dirais 2002-2026. Et ce plan de développement sanitaire est la déclinaison, si vous voulez, de programme de renaissance, même du président de la République du Niger. Et dans ce PDS sont contenues toutes les stratégies qui doivent être mises en œuvre pendant les 5 ans, de 2022 à 2026. Et à travers chaque stratégie, vous avez des plans d'action. Et les plans d'action sont élaborés chaque année. Et c'est sur la base de ce plan d'action que le budget de la santé est dégagé. Donc, pour vous dire, nous sommes déjà dans la phase exécutoire des différents plans d'action annuels. Et dans ces plans d'action, vous avez toutes les activités à haut impact, toutes les activités qui doivent être menées pour améliorer les indicateurs, toutes les activités qui doivent être menées pour combattre la maladie, pour assurer les activités promotionnelles et préventives.
Alors, le plan d'action court jusqu'à l'an 2026, vous l'avez dit, monsieur le ministre. C'est le PDS qui va de 2022 à 2026. Mais le plan d'action, c'est des éléments des PDS qui sont relevés chaque année pour faire un plan d'action. Le plan d'action est annuel. Nous sommes actuellement en train de mettre le plan d'action 2022 qui contient beaucoup d'activités à mener et nous sommes actuellement au 3e trimestre de la mise en œuvre de notre plan d'action de santé. Alors, monsieur le ministre, de ce PDS, y a-t-il déjà des résultats concrets que vous arrivez à observer sur... Oui, on peut dire qu'il y a des résultats probants, et même si les évaluations à mi-parcours sont en train d'être faites. Nous, à travers les différents conseils de santé, nous avons eu à faire notre première évaluation à mi-parcours en fin du premier semestre. Le premier semestre, c'est les 2 premiers trimestres de l'année 2020. Au cours de cette évaluation à mi-parcours, nous avons constaté des avancées significatives par rapport à certains indicateurs, mais par contre, il y a d'autres indicateurs qui traînent, qu'il va falloir redoubler d'efforts, de faire en sorte qu'avant la fin de l'année 2022, à la phase de l'évaluation globale du plan d'action 2022, que ces indicateurs qui traînent puissent être améliorés. Et ça, c'est dû au fait de problème de la remontée de données. Parce que pour avoir une évaluation efficace et efficiente, il faut qu'on ait la promptitude et la complétude par rapport à la remontée des données de consommation. Vous savez, les centres de santé opérationnels font des activités. Compte tenu de l'étendue du territoire et compte tenu de la couverture sanitaire du pays qui est insuffisante, qui est estimée à 53%, donc les données ne sont pas remontées de façon prompte. Et c'est ce qui explique parfois certains indicateurs qui ne sont pas atteint, en tout cas à la date indiquée de l'évaluation à mi-parcours. Mais je pense qu'avec ces différents constats et avec cette revue, des actions sont en train d'être entreprises pour améliorer avant la fin de l'année. Hormis ces quelques difficultés, si je peux me permettre de les appeler ainsi, y a-t-il d'autres difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain? Oui, il y a des difficultés. Aujourd'hui, les défis, c'est l'insécurité. L'insécurité aux frontières du Niger, parce que vous savez, le Niger étant un pays du Sahel entouré par au moins 3 à 4 pays où sévit l'insécurité. Le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Tchad. Donc le Niger est entouré par ce pays. Et on connaît la situation de ces pays en matière de l'insécurité. Et c'est ce qui a fait que les nombres de populations déplacées, en tout cas des populations qui se déplacent de ces pays vers le Niger, augmentent. Donc là, c'est un défi à relever. Et dans cette population qui se déplace, qui n'est pas stagnée, et pratiquement tous les jours cette population se déplace vers le Niger, c'est des défis à relever, surtout dans le cadre de la stratégie et de lutte contre la maladie. Les maladies surtout à potentiel épidémique. Une population qui se déplace tous les jours, qui ne reçoit pas de façon régulière les vaccins, cette population est exposée à développer des épidémies. Et ça, c'est une difficulté. Vous avez aujourd'hui l'autre difficulté qui a un impact sur la mise en œuvre de ces plans d'action, c'est les inondations. Les inondations, mais également le climat, le changement climatique. Tout à l'heure, on a eu à discuter sur l'avènement des maladies climato-sensibles, les maladies qui sont liées au climat. Tout ça, c'est des défis qui ont un impact sur les différents indicateurs clés de suivi et évaluation de la mise en œuvre de nos différents plans d'action. Monsieur le ministre, les perspectives à venir Les perspectives, d'abord, c'est la mobilisation des partenaires qui accompagnent. Si ces partenaires
connaissant bien, parce qu'on partage toutes les stratégies, tous ces plans de développement sanitaire avec ses partenaires, qu'ils continuent à accompagner ou qu'ils vont au-delà de ce qu'ils font, parce que les ressources aujourd'hui deviennent de plus en plus rares. Pratiquement toutes les ressources qui doivent être destinées aux secteurs sociaux de base, ça c'est pas le Niger seulement, c'est pratiquement tous nos États africains sont orientés vers la sécurité. Et pour avoir des perspectives provantes aujourd'hui et atteindre tous les défis que nous avons énumérés lors des différentes discussions, que ce soit lors de cette 72e session ou bien avant même notre arrivée ici lors des discussions stratégiques, il faut relever ces défis et ça constitue les perspectives. Nous sommes en train d'élaborer d'autres stratégies innovantes. C'est par exemple les financements de la santé basés sur les résultats. C'est également la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle qui est une perspective, et à travers la création d'un institut que nous venons de créer il y a à peine 3 mois, Institut national d'assurance et maladie, pour soulager la souffrance de la population. L'État s'est engagé à mettre les moyens pour mettre en œuvre toutes les stratégies qui vont aider la population à réduire au maximum leurs dépenses de santé, mais également les partenaires qui ont pris l'engagement d'accompagner une fois que ces différents mécanismes sont mis en place, qu'ils vont accompagner, mais aussi avec la participation de la population, parce que la population doit accompagner le processus à travers vraiment une participation communautaire, leur appui, leur accompagnement. Beaucoup de pays ont expliqué comment la participation communautaire est organisée, comment l'assurance maladie est organisée, et je pense que de façon générale on peut dire que nos États sont sur la bonne voie. Mais il faut avoir les moyens, il faut avoir des ressources financières, il faut former des ressources humaines en santé de qualité et les recruter en quantité pour faire face à tous ces défis, en tout cas qui se pointent en nous aujourd'hui. La question des ressources financières, souvent à la base des difficultés rencontrées par nos États dans l'élaboration de leurs différents plans d'action et de l'exécution de ces derniers. Alors, ce qui nous amène à notre seconde partie de cette émission, nous parlons de la Covid-19. Nous savons tous que l'avènement de la Covid-19 a bouleversé les économies de presque tous les pays, et nous tournons vers Monsieur le ministre pour voir un tout petit peu du côté du Niger, comment est-ce que vous avez vécu l'avènement de la Covid-19. L'avènement de la Covid-19 a permis à nos États, en particulier au Niger, de développer d'autres stratégies innovantes pour rendre le système plus résilient. Malgré la Covid, je vous signale que le premier cas du Niger a été enregistré le 19 mars 2020, et à partir de ce premier cas, avant même ce premier cas, un mois avant l'avènement de ce premier cas, près de 40 mesures ont été prises pour contrecarrer cette maladie. Et les résultats étaient très encourageants, et c'était en tout cas un grand motif de satisfaction pour nous, puisqu'on a eu l'occasion de gérer cette pandémie. À la date d'aujourd'hui, nous sommes autour de 1000 cas, avec environ 300 décès, parce qu'on a prévu la catastrophe pour l'Afrique. Malgré la faiblesse de nos moyens, la faiblesse des ressources humaines, les systèmes de santé africains ont été résilients face à cette maladie. Malgré tout ce qui a été dit et des dispositions qui ont été prises par les différents États, en particulier notre pays, nous avons assuré la continuité des soins. Parce que si la continuité des soins n'était pas assurée pendant cette période de Covid, il faut craindre la résurgence des autres maladies épidémiques qui vont être encore plus dramatiques que la Covid. C'est vrai, les premiers mois, c'était la débandade, parce que avec la hantise de cette maladie, il y a certains centres de santé qui étaient vidés, les malades ne venaient plus, et même les agents de santé
quand certains ont commencé à être contaminés, ils ont abandonné les centres de santé. Dieu merci, avec la sensibilisation, avec tout le dispositif qui a été mis en place, les centres de santé ont fonctionné normalement. Et l'utilisation de services, bien qu'elle a diminué, mais quand même, et elle est restée à un pourcentage quand même satisfaisant. Et c'est ça qui nous a permis de faire face, en tout cas, ou qui nous a permis à prévenir la survenue d'autres épidémies. Donc pour vous dire en un mot, et la gestion de la Covid-19 nous a permis d'apprendre beaucoup de leçons et nous a permis aujourd'hui de renforcer le système de santé, parce que c'est une période où l'État a dégagé beaucoup de moyens. Les partenaires qui accompagnent nos États ont mis en tout cas des mécanismes et des lignes de crédit pour accompagner nos États. Et ces lignes de crédit aujourd'hui sont en train de nous permettre de renforcer le système de santé à travers l'achat des matériels techniques et pour rendre disponible ces matériels au niveau des centres de santé opérationnels. Nous, mieux, on a eu à recruter au moins 1500 agents pendant la période active de la Covid. Et ces agents tous ont été mis à l'intérieur du pays pour permettre le fonctionnement normal et régulier des services de santé. Quel a été l'impact socio-économique de la Covid-19 sur... Il y a eu un impact énorme sur le plan économique et sur le plan social, avec la baisse du pouvoir d'achat et des travailleurs d'abord, mais également avec, je dirais, l'appauvrissement de la population, parce que tous les secteurs d'activité économique se sont ralentis. Et ça, c'est en tout cas général dans tous nos États. Et l'impact a été vraiment senti, il a été perceptible sur tous les aspects socio-économiques. Les populations ont-elles collaboré vraiment avec vous dans la lutte contre cette pandémie? Bon, dire que la population a collaboré, c'est trop dire. Et il y a eu des difficultés. Et au début de cette pandémie, la population n'a pas même accepté, n'a pas été convaincue de la réalité de cette maladie. Et c'est ce qui a fait que jusque-là, nos États traînent par rapport à la couverture vaccinale et par rapport à la prise en charge. Il y a eu beaucoup de défis et c'est ça qui nous a amené à prendre des mesures conséquentes, par exemple le couvre-feu, par exemple l'état d'urgence. Et tout ça, c'est pour amener la population à faire respecter les mesures qui ont été prises pour contrecarrer cette maladie. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu de réticences, il y a eu des intoxications avec l'avènement des réseaux sociaux où, en tout cas, les gens, chacun, en tout cas, se donne le plaisir d'interpréter cette maladie, de raconter même ce qui est inexact par rapport à cette maladie. Et une nouvelle maladie, et quand vous la prenez, quand elle est apparue, quand elle a commencé à être prise en charge, la description clinique de cette maladie n'est pas terminée. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas fini la description clinique parce que personne aujourd'hui ne peut vous dire voilà la molécule efficace, curative sur le coronavirus. Alors, à l'heure actuelle, monsieur le ministre, quelle est la situation? La situation est stagnée. On peut dire qu'on continue à enregistrer des cas sporadiques en fonction des pays et en fonction de la période. On est en période hivernale et il y a des cas sporadiques qui continuent d'être enregistrés. Mais aujourd'hui, je peux dire que la situation est sous contrôle dans pratiquement tous les États et les gens ont commencé à comprendre et on n'a jamais imaginé qu'on pouvait atteindre le pourcentage de plus de 20% de la couverture vaccinale en matière de lutte contre la Covid. Aujourd'hui, au Niger, on est autour de 24-28% de la couverture vaccinale par rapport à la cible de 18 ans à plus. Et la plupart des pays, en tout cas,
sont en train d'avancer dans le cadre de l'annulation de cette couverture vaccinale. Alors, la Covid-19, monsieur le ministre, a également permis de relever les défaillances ou les failles des systèmes sanitaires ici en Afrique. De votre côté du Niger, de l'autre côté du Niger, quelles ont été les remarques qui ont été faites? Les différentes difficultés qu'on a eu à relever, d'abord, c'est l'insuffisance des ressources humaines. Ça nous a permis, en tout cas, de poser le diagnostic et par rapport à nos capacités de faire face à des états d'urgence, à des désastres sanitaires. Et c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à mettre en place un centre régional de référence en matière de la stratégie de riposte et de la lutte contre les épidémies. C'est ça qui nous a amené, quand on a relevé ces difficultés, ça nous a permis aujourd'hui de mettre à niveau notre centre national de référence en matière de recherche sur les maladies à potentiel épidémique. Ça nous a permis de renforcer ce centre et d'être en mesure de faire le séquençage. Avant l'épidémie de la Covid-19, pratiquement tous les séquençages en matière de maladies virales sont faits ailleurs. Aujourd'hui, le Niger est en mesure de séquencer pratiquement tous les virus et qui sont responsables des épidémies chez nous. Ça nous a permis de renforcer en tout cas la capacité de la riposte. Troisième partie de notre émission, mesdames et messieurs, nous parlons de cette 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, auquel prend part également le Niger et plusieurs pays de l'Afrique, membres de l'Union africaine. Monsieur le ministre, quelle appréciation par rapport à cette rencontre? C'est une appréciation positive et à partir du moment on est en train de développer et d'exposer tous les points contenus de l'ordre du jour de cette présente session, et ça nous a permis d'échanger les expériences vécues durant ces 2 dernières années, on peut dire cette année post-Covid, et de revoir en tout cas le mécanisme non seulement de la protection de la population face à toutes les épidémies qui peuvent surgir, mais également mettre en place des mécanismes terrains qui vont nous permettre d'améliorer nos différents systèmes de santé. Plusieurs thèmes sont en discussion, que ce soit sur les maladies liées à l'environnement et les maladies tropicales négligées, les maladies non transmissibles, c'est les maladies qui sont en vogue aujourd'hui, l'hypertension artérielle, le diabète, etc., les maladies de la sédentarité, et que ce soit les différents mécanismes qui vont permettre d'asseoir une base de lutte globale, intégrée et coordonnée entre nos États. Et c'est des discussions qui se font avec les différents partenaires. Il y a eu beaucoup d'éléments parallèles et qui sont programmés. Et d'ores et déjà, on a eu à faire certains événements parallèles qui nous ont permis de faire face à ces partenaires, de leur expliquer nos préoccupations et les attentes de nos États par rapport à la gestion sanitaire de notre continent. Mesdames et messieurs, merci à tous et nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci à monsieur son excellence le ministre de la Santé de la République du Niger qui nous a fait l'estime honneur bien évidemment d'être avec nous pour ce numéro spécial. Je vous dis merci et à la prochaine.